techniques. Donc ici, on nous explique deux techniques différentes qui permettent d'arriver au même produit de synthèse. Le but, c'est de synthétiser de l'aspirine. Synthétiser, c'est fabriquer par une transformation chimique une espèce qu'on veut. L'aspirine, c'est un médicament courant. Il y a aussi le paracétamol. D'habitude, quand on fait un TP, nous on fait de la synthèse du paracétamol en TP. Ça prend 2 heures et on fabrique un peu de paracétamol. Et toutes ces étapes-là, on essaie de les faire. Elles sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est les mêmes idées d'étapes. Il y a des étapes qui sont appelées des étapes de synthèse, des étapes de purification, des étapes d'analyse. Tout ça, ou de traitement. C'est des différentes étapes qu'il faut savoir identifier dans un protocole. Ici, donc le premier protocole, le protocole A, pour synthétiser l'aspirine. Dans un premier temps, dans un ballon de sang, on introduit de l'acide salicylique, un peu d'anhydride éthanoïque, 5 gouttes d'acide sulfurique, on met un réfrigérant à eau et puis on chauffe à 70 degrés pendant 20 minutes. Après avoir fait ça, on refroidit, on met dans un mélange d'eau et de glace le ballon, et puis il y a un produit qui se forme, qui se cristallise, c'est-à-dire que ça fait comme des flocons au milieu du liquide. Ensuite, on essore le liquide, c'est-à-dire qu'on le filtre sur un Buchner. Un Buchner, c'est une filtration sous vide, donc au lieu d'attendre que le liquide passe à travers le filtre, on aspire en même temps, donc ça va plus vite. On lave ces cristaux 2 fois à l'eau glacée, puis on continue à filtrer. Donc on a quelque chose qui est bien blanc, en fait on l'a nettoyé quand on fait ça. On récupère, on le sèche dans une étuve à 80 degrés. Ensuite on fait différentes mesures, on mesure la température de fusion, on fait une chromatographie. Après on recristallise, c'est-à-dire que si besoin, si le produit est pas pur, on va prendre 5 grammes de produit brut dans un petit mélange de solvant, on va le faire dissoudre et on va le refaire solidifier, donc refaire cristalliser. Et on va re-essorer le produit et éventuellement le nettoyer avec de l'eau. Et puis, dans une dernière étape, on fait une dernière vérification avec une chromatographie. Le protocole B, alors c'est pas l'aspirine, c'est une autre, j'ai dit que c'était l'aspirine, mais c'est une autre espèce qu'on synthétise. Cette fois-ci, dans un ballon, on introduit de l'acide salicylique, du méthanol et de l'acide sulfurique en très faible quantité. Et puis on refroidit si nécessaire, c'est-à-dire que la réaction elle-même chauffe. On adapte un réfrigérant à eau sur le ballon et on agite de façon magnétique avec un barreau aimanté. Et on chauffe un petit peu quand même, pendant 2 heures, mais doucement. Alors, j'ai entendu du bruit, je sais pas ce qui s'est passé. Tac. Ah, tu voulais parler, Anne-Sophie? Vas-y, parle, n'hésite pas. T'as fait une erreur de manip, peut-être. Après, on laisse refroidir, après avoir chauffé 2 heures. On met de l'eau glacée et on transvase le tout dans une ampoule à décanter. Donc en fait, cette fois-ci, le produit obtenu, il est liquide. On met un solvant de l'eau glacée, on met dans une ampoule à décanter, et on extrait 2 fois la phase aqueuse avec 15 ml de cyclohexane. Donc en fait, on enlève la phase aqueuse, l'eau, et on rajoute du cyclohexane à chaque fois. On lave la phase organique, donc la phase où il y a le cyclohexane, avec une solution d'hydrogénocarbonate de sodium, etc., etc. Puis on refait avec une ampoule décantée, on refait un lavage avec de l'eau. On vérifie que le pH est autour de 7, et ensuite on recueille, c'est-à-dire en ouvrant le bas de l'ampoule à décanter, on recueille la phase organique, donc le cyclohexane qui lui est plus léger, il se retrouve sur le dessus. On le sèche tout ça avec du sulfate de magnésium, c'est une poudre qui va absorber toute l'eau qui reste. On filtre sur un papier plissé en récupérant le filtrat dans un ballon carré. Donc ce qui nous intéresse, c'est la partie liquide. Et on évapore le solvant sous pression réduite pour récupérer uniquement le produit qui nous intéresse. On mesure l'indice de réfraction, on réalise si nécessaire une distillation du liquide obtenu, et puis on mesure de nouveau l'indice de réfraction. Donc toutes ces étapes correspondent à des étapes traditionnelles de synthèse. Il y en a qui seront appelées réaction chimique ou transformation chimique, d'autres traitements, d'autres qui seront analyse, etc. Donc, associé à chacun des protocoles A et B, avec leurs chiffres, A1, A2, c'est toutes les étapes,
les étapes de synthèse qui sont transformation, traitement ou identification. Bon, c'est assez évident. Donc si je prends la A1 ou la B1, c'est la transformation. Donc c'est la réaction où la réaction enfin, l'étape où la transformation, la réaction chimique s'opère. Ensuite, traitement, c'est toutes les autres, à part les mesures d'indice de réfraction ou les chromatographies sur couche mince. Donc les étapes A2, A4, B2, B4 sont des traitements. Et après, tout le reste, c'est l'identification. Je prends un exemple. Mesurer la température de fusion, c'est un moyen d'identifier, savoir si c'est pur. Faire une chromatographie aussi. Le A5, c'est pareil, on fait une chromatographie, on regarde s'il n'y a qu'une seule tache, c'est que le produit est pur. Et ici, on mesure un indice de réfraction, ça permet de mesurer si le produit est conforme, s'il est pur ou pas. Je vous donne un exemple, pour mesurer la pureté du miel, savoir s'il est bon, parce que je connais bien ça, s'il est bon à la consommation, on mesure son indice de réfraction avec ce type d'appareil. C'est ça qui permet de déterminer si on peut le consommer ou pas. Donc, voici les différentes étapes. Traitement, transformation souvent en premier, traitement, identification. Après, identifier les espèces chimiques mises en jeu. Identifier les réactifs de chacune des synthèses décrites dans les protocoles A et B et retrouver leur formule à partir de l'équation de la réaction. Donc j'ai l'équation de la réaction. Je sais juste que j'ai l'acide acétylsalicylique, donc l'aspirine qui est ici. Maintenant, il faut que j'identifie les autres par le texte. Donc ça, c'est l'aspirine. Alors le texte, il donne anhydride acétique et je crois acide salicylique. Donc ici j'ai l'acide salicylique, ici j'ai l'anhydride éthanoïque. Il a une fonction ici, une fonction acide carboxylique, donc c'est lui qui est acide. Enfin le dernier, on peut lui donner un nom, hein, il y a 2 carbones, c'est de l'acide éthanoïque ici. Parce que j'ai 2 carbones et c'est un acide carboxylique. Enfin la deuxième réaction du protocole B, je crois. C'est ça, oui. J'ai toujours l'acide salicylique qui est ici. Ici, j'ai l'éthanol, le méthanol, pardon. Et puis il me reste un résidu qui est la molécule d'eau. Voilà, j'ai donné un nom à tous les composés, produits et réactifs qui sont dans les réactions. Petit b, nommer le produit d'intérêt. Alors le produit d'intérêt, c'est celui qui nous intéresse. C'est l'acide acétylsalicylique, celui qui nous intéresse. Et puis il y a les sous-produits, c'est-à-dire des produits qui existent, qui se dégagent, mais qui ne nous intéressent pas forcément. Donc quand je regarde, le produit d'intérêt à chaque fois ici, le protocole A, c'est l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine. Et puis l'autre, c'est le salicylate de méthyle, c'est-à-dire l'essence de Windberg, ou je sais plus comment il l'appelle, l'essence de Wintergreen. Ça, c'est le nom courant. Donc là, c'est les produits d'intérêt que j'ai entourés. Puis les produits secondaires, ceux qui m'intéressent pas, ce sont ce qu'il y a à côté, là, qui s'est dégagé. Donc l'acide éthanoïque et l'eau. Donc c'est des sous-produits. Et retrouver leur formule à partir de l'équation de la réaction, il suffit. Alors je l'avais déjà mis, mais il suffit pour ça de regarder ce qui manque. J'ai ça au départ, j'ai ça comme produit d'intérêt. Qu'est-ce qui me manque comme élément? Je les rassemble tous et j'obtiens la formule brute. Donc le produit d'intérêt salicylate de méthyle, c'est pour la réaction B, et le sous-produit c'est de l'eau, H2O. Bon, quel est le rôle de l'acide sulfurique concentré? On lit un protocole et qu'on voit quelques gouttes d'acide sulfurique ou quelques millilitres par rapport au reste, ça signifie que c'est un catalyseur. Et quand tout ce qui est mis en très faible quantité par rapport au reste des réactifs, c'est des catalyseurs. Et je le vois dans la réaction parce qu'il apparaît ici, le catalyseur, au-dessus de la flèche à chaque fois. Donc c'est celui qui est en plus faible quantité et il est au-dessus de la flèche de la transformation. Après citer 2 caractéristiques d'un solvant, un réactif peut-il également jouer le rôle de solvant? Alors, un solvant, déjà il est en présent en grande quantité. Quand j'analyse les quantités que je mets, c'est celui qui est en plus grande quantité, soit en volume, soit en masse.
Et une de ces caractéristiques, ça peut être de permettre de solubiliser les espèces chimiques présentes de manière à ce que les réactions qui se produisent se fassent dans la même phase, et donc ça facilite la transformation. Un réactif peut jouer le rôle de solvant, bah tout à fait. C'est le cas, ce sera alors dans ce cas-là un réactif en excès. Mais un solvant, bah, tu peux avoir une réaction qui fait intervenir de l'eau, bah l'eau c'est le solvant et en même temps c'est le réactif. Donc forcément dans l'équation, si je fais un tableau d'avancement, je mettrai en excès pour ce solvant-là. Déterminer les quantités de matière mises en jeu, on peut lire sur la bouteille acide sulfurique concentré à 98% en masse. La masse volumique c'est 1,84 kg par litre. Il calcule la quantité d'acide sulfurique par litre de liquide. Alors, je prends un litre, donc 1,84 kg. Je vais pouvoir, sachant que j'ai 98% d'acide en masse, calculer la masse d'acide. Donc, 1 litre de solution d'acide sulfurique, ça fait 1,84 kg. Si j'en prends 98%, ça va me donner la quantité d'acide sulfurique. Donc 98%, je multiplie par 0,98. Je trouve 1800 grammes d'acide sulfurique. Et sachant que je veux la quantité, elle ne précise pas la quantité, ça peut être la quantité de matière. Bon, moi je peux calculer la quantité de matière en faisant petit m sur grand M. La masse molaire, bah, soit les données, soit je la calcule. Elle est donnée ici, hein, la masse molaire 98,1. Je trouve donc 18,4 mol d'acide sulfurique dans un litre. Recopier et compléter le tableau suivant correspondant à l'introduction des espèces chimiques pour le protocole A. Alors là, c'est simplement de la lecture de protocole. L'acide salicylique, l'état physique, c'est solide. Sa masse, alors on verra après. L'anhydride éthanoïque, il est liquide. L'acide sulfurique concentré, il est liquide. Alors bah, je le vois dans le protocole, hein, ça met 4 ml. Quand c'est 4 ml, c'est que c'est liquide, ou quelques gouttes, c'est que c'est liquide. Ensuite, les masses qui sont indiquées dans les protocoles, c'est 6 g d'acide salicylique ou 12 ml d'anhydride éthanoïque ou encore 0,25 ml d'acide sulfurique concentré. Parce que c'est, je sais plus combien de gouttes. Et puis enfin, maintenant que j'ai ces quantités ou ces masses ou volumes, je vais pouvoir calculer la quantité de matière introduite. Alors ici, bah, je vais utiliser la formule petit m sur grand M pour calculer ma quantité. Et puis quand j'ai affaire à un volume et que j'ai une masse molaire, je vais utiliser la formule sous la forme ρ fois V en haut divisé par grand M. Donc ça, c'est quand j'ai affaire à un volume en quantité et que on me donne la masse volumique en même temps, en gros, ici. Donc ça, c'est des formules qu'on avait revues en début d'année. Calculer une quantité de matière, ça se fait en calculant petit m sur grand M, ou alors ρ fois V si c'est un liquide sur grand M. Je trouve 4,3 10-2 mol pour le solide, et puis 1,2 10-1 et 4,6 10-6 pour les autres. On voit bien ici que l'acide sulfurique en quantité, en quantité de matière, il est nettement en faible quantité, très nettement en faible quantité par rapport aux autres. Donc c'est bien un catalyseur, hein. Pas de souci. Il est très très minoritaire. Donc c'est un catalyseur. Après calcul des quantités de matière introduite, retrouvez le rôle respectif des différentes espèces chimiques introduites lors du protocole A. Un rôle, ça peut être réactif ou catalyseur. Donc, c'est ce que je disais, les réactifs sont bien l'acide salicylique et l'acide éthanoïque, parce qu'ils sont en grande quantité, et l'acide sulfurique, c'est le catalyseur, il est en très petite quantité. Est-ce qu'un solvant est introduit lors de cette synthèse? Alors, pas pour le A, mais pour le B, oui. Alors, quand je regarde le protocole B, ici, on met un solvant, c'est le 5 grammes de méthanol. Bah, c'est le méthanol, le solvant, mais il est à la fois réactif en même temps.
Quel est le réactif limitant? Bah, c'est l'acide salicylique à chaque fois. Et lors d'une synthèse, on obtient 6,2 g d'aspirine. Calculer le rendement. Alors, je vais détailler un peu plus. Un rendement, ça se calcule, la logique, hein, de tous les rendements, que ce soit en chimie ou ailleurs, le rendement d'une opération, ça se calcule en faisant un rapport, et souvent en multipliant par 100 pour avoir un résultat en pourcentage. La logique, c'est le rapport de ce que j'ai réellement obtenu. Donc, si c'est des masses ou des quantités de matière, prendrons des masses, la masse réelle, divisé par ce qui est théorique, au maximum, ce que je peux obtenir en théorie. Et fois 100, ça c'est le rendement d'une synthèse. Donc la quantité, alors si je fais les opérations non pas avec des masses mais avec des quantités de matière, le raisonnement est le même. Ça sera la quantité de matière réelle, petit n, sur la quantité de matière théorique. Donc la quantité de matière d'aspirine obtenue, c'est petit m sur grand N, donc 6,2 divisé par 180, qui est la masse molaire. La quantité de matière théorique, on l'avait vu, c'est 4,3 10-2. Donc, si je fais le rapport des deux et que je multiplie par 100, ben j'obtiens 79% de synthèse, de rendement. Ça signifie quoi? Ça signifie que sur ce que je suis censé obtenir si le protocole était parfait et que j'avais zéro perte, j'en obtiens que 79% de ce que je suis censé obtenir en théorie. Donc j'ai 21% de l'acide salicylique, de l'aspirine qui est parti je ne sais où, en rinçant, parce que la réaction était pas totale, donc il en restait un peu des réactifs, ou je ne sais pas. Dans les différentes étapes, j'en perds toujours un petit peu quand je nettoie, quand je filtre, etc. L'activité 2 porte sur le fait qu'on peut choisir des paramètres expérimentaux différents. Alors, étudions quelques critères de choix de certains paramètres expérimentaux sur les protocoles A et B précédents. Certains paramètres expérimentaux sont spécifiés dans les protocoles d'expérience proposés, lesquels? Alors, pourquoi est-il nécessaire de chauffer les espèces chimiques introduites dans le ballon? Ça, on l'avait déjà vu, mais la température, c'est un facteur cinétique, donc ça accélère les transformations. Donc le fait de chauffer, ça va augmenter la vitesse de la transformation. Mais ça peut aussi, si j'ai deux phases différentes et que j'ai un solvant qui essaye de dissoudre tout pour que ce soit dans la même phase, ça peut augmenter la solubilité des composés dans le solvant et donc faire en sorte qu'ils réagissent bien ensemble. Chauffer à reflux, c'est chauffer en ne risquant pas de perdre des vapeurs parce qu'elles vont se recondenser et retomber dans le mélange. Donc chauffer le milieu réactionnel, l'ébullition du solvant, et condenser les vapeurs pour qu'elles retombent dans le mélange. Donc quand on chauffe, ça permet d'accélérer la réaction, ça produit des vapeurs, mais ces vapeurs sont récupérées parce qu'elles retombent dans le mélange. Comparer la température du milieu réactionnel pour chacun des protocoles. Donc on voit que pour le protocole A, le milieu n'est pas chauffé à reflux, pour le B, si. Alors si je reprends les protocoles, c'est le cas. Parce qu'il y en a un où il ne va pas y avoir de dégagement de vapeur, alors que pour l'autre, on chauffe plus. Solvant. Pour la synthèse de l'essence de Wintergreen, protocole B, quel réactif joue le rôle de solvant justifié? Alors c'est celui qui est en plus grande quantité, donc c'est le méthanol. C'est un réactif, mais c'est aussi un solvant. Il est en très large excès. Je reprends le protocole B pour vous le montrer. Il est ici. J'ai 25 ml de méthanol, alors que je n'ai que 5 grammes d'acide. 5 grammes d'acide en volume, ça fait pas beaucoup, ça fait 5 ml voire moins. Donc j'ai nettement plus de méthanol. Il est en plus grande quantité. De toute façon, quand je regarde aussi les calculs qui ont été faits, alors j'ai pas calculé la quantité de méthanol, mais l'acide j'en ai 4-10-2 mol. En éthanol, j'en aurai nettement plus. Je reviens sur, oups, je suis allé trop vite. J'étais là.
Préciser si ce solvant est polaire. Donc le solvant, c'est le méthanol. Donc c'est un solvant polaire. Pour ça, je regarde l'électronégativités. C'est l'oxygène qui est le plus électronégatif, donc il va porter une charge partielle négative. Les hydrogènes sont moins électronégatifs, portent une charge partielle positive. Ici, j'ai une charge partielle positive. Si je regarde le centre des charges partielles positives, globalement, il va être situé sur le carbone, puisque ou légèrement décalé par ici, là, peut-être. Ça, c'est le centre des charges partielles positives qu'on pourrait appeler un plus. Maintenant, le centre des charges partielles négatives, il est ici, sur l'oxygène, puisque c'est le seul qui n'a une charge partielle négative. Donc, comme le centre des plus et le centre des moins ne coïncident pas, c'est un solvant polaire. Justifier le fait que cette espèce chimique solubilise l'autre réactif. Le fait qu'elle soit un solvant polaire, elle va pouvoir solubiliser comme l'eau, hein, ça agit comme un dipôle avec un moins, un plus. Donc c'est cette capacité qu'ont les solvants à s'orienter sur les espèces chimiques qui les solubilisent. Donc dès que j'ai un solvant polaire, hein, ça permet de solubiliser d'autres solvants, d'autres espèces chimiques qui sont polaires. Pourquoi est-il nécessaire de solubiliser les espèces chimiques introduites dans le ballon? Pour que tout soit dans la même phase et que ce soit un milieu homogène. Donc la réaction, elle est beaucoup plus rapide. Si c'était pas dans la même phase, la réaction se fait qu'au contact entre les deux, donc ça serait très très lent. Donnez alors une autre raison de chauffer le milieu réactionnel, c'est d'augmenter la solubilité. Alors non, pardon, là ici c'était on parlait de solubilité, on l'a déjà dit, on chauffe pour accélérer la transformation. Maintenant la durée de la transformation, comparer les durées, il y en a une c'était 20 minutes, l'autre c'était 2 heures. Donc le protocole B, la durée est beaucoup plus longue. Les paramètres expérimentaux permettent de diminuer cette durée. Alors, on a vu qu'on peut augmenter la température, certes, mais elle est déjà haute. Après, il y a d'autres choses, c'est on peut choisir un solvant qui solubilise les réactifs ou utiliser un catalyseur. Tout ça, c'est des facteurs cinétiques. Donc, la température, le solvant ou la présence d'un catalyseur. Et on voit d'ailleurs que dans les A et B, on utilise un catalyseur. Les protocoles A et B utilisent tous les deux le montage de chauffage à reflux. Il faut le schématiser et le légender. Donc voilà un montage de reflux. Le 1, il sert à refroidir les vapeurs pour les recondenser, c'est donc un réfrigérant. Le 2, alors je sais pas si je les ai fait dans l'ordre, non j'ai fait comme ça. Le 5, c'est l'arrivée d'eau. Alors je rappelle que l'eau doit toujours être branchée en dessous pour que lorsqu'elle monte avant de ressortir, elle refroidisse bien tout autour du tuyau dans lequel il y a la vapeur. Donc là j'ai l'arrivée d'eau, ici j'ai la sortie d'eau. Donc l'arrivée d'eau toujours en bas, la sortie d'eau toujours en haut. Enfin j'ai un ballon ici, ici j'ai le mélange réactionnel, là j'ai le chauffe-ballon et l'élévateur. Voilà le montage de chauffage à reflux. Préciser les précautions à prendre au laboratoire pour que le montage soit effectué en sécurité. Bon, j'ai des produits qui peuvent être dangereux, on chauffe, donc il faut tout attacher avec une pince. Le montage doit être positionné suffisamment haut. Alors ici, l'élévateur, il sert pas simplement à ajuster la hauteur pour que tout aille bien. On le met toujours un petit peu haut pour que, dans le cas où ça s'emballe, c'est-à-dire que ça commence à rentrer en ébullition, parfois même ça mousse, hein, quand on fait le protocole de la synthèse de paracétamol qu'on n'a pas pu faire, des fois ça mousse et on a la mousse qui monte là-dedans, donc là ça peut faire un vrai geyser et monter jusqu'au plafond. Dans ce cas, quand on voit que ça commence à s'emballer, on tourne le bouton ici et donc on baisse l'élévateur. L'élévateur il se retrouve à ce niveau. Donc, le chauffe-ballon lui aussi se retrouve nettement plus bas. Par contre le ballon lui étant accroché à une pince, il se retrouve suspendu dans les airs et donc il refroidit tout de suite. Enfin, en tout cas on arrête tout de suite de chauffer. Si je me contente d'appuyer sur le bouton et d'arrêter de chauffer, il y a une certaine inertie, mais ça va pas arrêter tout de suite, et ça va continuer à s'emballer, et là ça va partir. Donc le montage doit être positionné suffisamment haut afin de pouvoir retirer le bloc de chauffage en abaissant simplement le support élévateur.
justifie la nécessité d'un tel montage, les vapeurs recondensées dans le milieu réactionnel, elles permettent de ne pas avoir de perte de produit, donc ça augmente le rendement. Et je j'ai pas des choses dangereuses. Je ne vais pas respirer des vapeurs dangereuses. Aspect lié à la sécurité, quels équipements individuels de sécurité doit-on porter? Des gants, une blouse, des lunettes. Alors des gants, c'est quand c'est corrosif. Les pictogrammes présents sur les étiquettes des bouteilles de méthanol et d'acide sulfurique concentré sont reproduits sur le document 3. Quelles précautions supplémentaires doit-on prendre pour manipuler? Je vois ici que c'est corrosif, donc j'utilise des gants ici. Et puis il faut faire attention d'éloigner quand même le méthanol d'une flamme pour éviter que ça s'enflamme. Je ne dois pas inspirer, je ne dois pas avaler, évidemment. Donc il faut travailler sous une hotte pour éviter de respirer des vapeurs qui seraient toxiques. Dans le protocole B, avant chauffage du milieu réactionnel, on demande de verser l'acide lentement et de refroidir si nécessaire. Alors quand on verse de l'acide et qu'il y a une réaction acido-basique qui se fait, c'est une réaction qui est exothermique, donc qui chauffe. Si je le fais brutalement, je peux avoir une ébullition brutale qui se produit, donc ça s'emballe. Donc comme il y a une possibilité d'échauffement très brusque et important, pour éviter qu'il y ait des projections d'espèces chimiques corrosives, je le fais de façon progressive et si c'est trop chaud, je refroidis. Comment réaliser le refroidissement d'une solution? Dans un bain de glace tout simplement. Ou à l'air libre en attendant. Alors, là il y a une petite synthèse, un bilan, je vous le lis rapidement. On peut choisir deux types de montage pour l'étape de transformation. Si j'ai un solvant qui est peu volatile, donc qui s'évapore pas trop à une température qui peut faire à une température ambiante, la réaction, j'utilise un agitateur magnétique, ça suffit. Si j'ai un chauffage qui est nécessaire et que j'ai des solvants qui sont volatiles, ou alors j'ai pas besoin de chauffer mais que le solvant est volatile, j'utilise un chauffage à reflux pour essayer d'éviter les pertes. Maintenant, alors je vais vous faire l'activité 3. Je vous laisserai lire vous-même le cours que je vous ai envoyé par mail. Elle porte sur le choix du traitement. Une fois que j'ai fait la réaction, que j'ai le produit réactionnel, j'ai un mélange, j'ai des produits que je veux pas, donc il va falloir traiter, filtrer, etc., séparer. Donc c'est l'objet de cette étude de document. À l'issue de l'étape de transformation, le milieu réactionnel, appelé brut réactionnel, contient de nombreuses espèces chimiques. Il reste des réactifs, il y a des produits qui sont pas voulus. Il est donc traité afin de séparer le produit d'intérêt des autres espèces. C'est les étapes A2, A4 et B2 des protocoles étudiés. Dans quelle étape physique le produit d'intérêt se trouve-t-il à la fin de la transformation? Pour le protocole A, j'ai un mélange qui est totalement homogène et qui précipite. Donc on dit que ça cristallise. Donc si ça cristallise, c'est que le produit, lui, va apparaître sous forme solide. Quelles sont les autres espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel à la fin de la transformation? Il faut reprendre le protocole, mais les réactifs en excès, j'ai le catalyseur, il y a un peu de réactifs limitants qui n'auraient pas réagi, et puis j'ai aussi le produit qui m'intéresse pas, c'est-à-dire dans le premier protocole, c'était l'acide éthanoïque, dans le deuxième, c'est l'eau. Donc, quel matériel de chimie est utilisé pour séparer le produit d'intérêt qui est solide de tout le reste qui est, tout le reste, ça va être en phase aqueuse. Je vais faire une filtration. Alors, une filtration pour l'accélérer, je fais une filtration sous vide ou sous Buchner, ça s'appelle comme ça. Donc, la filtration, elle est faite sous vide. Et la fiole à vide doit être attachée pour éviter que ça se renverse. Comment s'appelle l'opération de séparation ainsi réalisée? C'est une filtration ou un essorage. Dans le protocole, on dit qu'on essore. Donc c'est les solides qui nous intéressent. Mais quand on fait ça, on n'obtient pas quelque chose qui est parfaitement pur, parce qu'il y a des impuretés qui sont restées dessus.
Donc il y a d'autres traitements possibles pour purifier tout ça par la suite. Choix des techniques expérimentales utilisées. Pourquoi faut-il refroidir le contenu du ballon et le placer sur un mélange eau-glace? Alors, c'est pour faire précipiter les choses. On voit dans l'eau que l'acide salicylique, il est soluble dans l'eau. Donc, de manière à ce que ça précipite un peu plus, je vais refroidir. Parce que quand je regarde l'évolution de la solubilité de l'aspirine dans l'eau, je vois que plus c'est froid et plus la solubilité est faible. Donc, moins il va m'en rester dans l'eau, en fait. Donc, quand c'est chaud, je vais pouvoir avoir encore 70 grammes d'aspirine si j'ai 1 litre de solution, de mélange réactionnel. Alors que quand ça bascule à 20 degrés, je vais avoir plus que 2 grammes d'aspirine qui vont rester dissous dans mon mélange. Tout le reste aura précipité. Donc si je suis la logique, en refroidissant encore plus, je vais encore baisser davantage ce qui va rester dissous. Donc faire précipiter le solide voulu, donc ça c'est l'avantage d'avoir de refroidir ça dans un mélange d'eau-glace. La solubilité diminue avec la température. Quelles espèces chimiques sont éliminées lors des lavages? Toutes celles. Alors on récupère plus de produits sous forme solide. Les espèces en solution, donc celles qui restent aqueuses, sont éliminées lors des lavages sur Buchner. Donc quand je rajoute de l'eau, celles qui sont solubles dans l'eau et bien solubles vont être évacuées progressivement. Donc l'anhydride éthanoïque, le catalyseur, et puis aussi l'acide éthanoïque. Pour que l'aspirine soit tu sais pourquoi le lavage est-il effectué à l'eau glacée? Pour éviter qu'il y ait de l'aspirine qui se redissolve. Donc on se passe toujours à température très basse pour qu'il y ait le moins possible d'aspirine qui continue à se dissoudre. Pour que l'aspirine soit le moins possible dissous. Une petite idée, pourquoi placer le solide récupéré à l'étuve? Après il reste dans le solide, il est humide, il reste de l'eau dedans, même si j'ai aspiré sous vide. Donc pour vraiment le sécher parfaitement, on le place dans un espèce de four pour tout sécher. Si je prends le protocole B, le produit obtenu, il n'est pas solide, il est liquide. Donc je vais faire ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide, programme de seconde, où on va utiliser un solvant qui solubilise mieux le produit d'intérêt, et on va ensuite séparer ces deux solvants. Donc là, décrire les différentes étapes d'une extraction liquide-liquide. La première chose à faire, dans une ampoule à décantée, on verse le mélange réactionnel, puis le solvant d'extraction. Est-ce qu'il y a des questions? J'entends que ça bouge. Non. Donc, dans mon ampoule, je verse d'abord mon mélange réactionnel, puis le solvant. Ensuite, je retourne le tout, en ayant bouché, bien entendu. Là, c'est bouché, parce que sinon ça va couler. Là, ici, c'est fermé, parce que sinon ça va s'échapper aussi quand j'agite. J'agite, et quand j'agite, à un moment donné, il peut y avoir du gaz qui se produit. Donc, je vais ouvrir, alors que c'est dans cette position-là, je vais ouvrir le robinet pour que le petit gaz qui serait éventuellement produit et qui met tout l'ensemble sous pression puisse s'échapper ici vers le haut. On dit qu'on dégaze. On fait ça plusieurs fois, puis après on réattache l'ampoule décantée verticalement en enlevant le bouchon et on attend que les deux liquides se séparent. Donc on agite vigoureusement l'ampoule, on dégaze. Une fois l'ampoule reposée sur son support et le bouchon retiré, on laisse les deux phases se séparer par décantation. Et après il suffit d'ouvrir le robinet ici, de récupérer la première phase qui est ici, qui est souvent la phase aqueuse si le solvant est du cyclohexane, qui est plus léger. Et on garde celle qui nous intéresse. La seule qui nous intéresse, c'est celle qu'on va garder. Quelles opérations qualifie-t-on de lavage? À un moment donné, on a mis sur la phase organique, après décantation, une solution aqueuse d'hydrogène au carbonate de sodium. Et la dernière opération de lavage est effectuée avec 25 ml d'eau. Donc on rajoute de l'eau pour laver. Pourquoi est-il judicieux d'extraire 2 fois la phase aqueuse avec environ 15 ml de cyclohexane? On va récupérer plus de produits d'intérêt lorsqu'on l'extrait 2 fois avec 15 ml de solvant d'extraction plutôt qu'une seule fois avec 30 ml de solvant. Ce sera plus efficace. Pourquoi doit-on laver la phase organique avec une solution d'hydrogène au carbonate de sodium? Et écrire l'équation de la réaction chimique qui a lieu lors de cette étape.
Alors, on veut obtenir un milieu neutre, parce que tout ça a été fait avec des acides. Donc, le brut réactionnel, c'est-à-dire ce que j'obtiens à la fin de la réaction dans mon ballon, c'est un mélange qui est très acide. Je rappelle qu'on cherche à fabriquer des espèces de consommation. Le premier, c'était l'aspirine. Là, l'essence de Wintergreen, c'est aussi des choses qu'on utilise en cosmétique. Donc, il faut pas que ce soit super acide. Donc, il faut trouver un moyen de retirer cette acidité. Donc, d'obtenir un milieu neutre. Donc, on a l'acidité qui est dans le milieu, elle est présente comme c'est une solution aqueuse, c'est H3O+ qui est présent. Et on va rajouter de l'hydrogénocarbonate. Donc, l'hydrogénocarbonate, cette espèce-là. Donc, ce qu'on veut, c'est neutraliser les H3O+, en faisant une réaction acido-basique qui va faire intervenir l'hydrogénocarbonate. Là. Donc, j'en ai un qui va céder son H+ à l'autre. Et globalement, on va obtenir ce mélange d'espèces chimiques-là, et puis H3O+ va se transformer en H2O. Donc, je vais obtenir 2 molécules d'eau, plus du CO2 gazeux. Voilà la réaction globale que ça va me donner. Donc, ça va produire un gaz, et puis de l'eau, donc il n'y a aucun souci. Les espèces acides sont éliminées, et il y a dégagement de CO2. Enfin, pourquoi ne réalise-t-on pas cette opération directement dans l'ampoule à décanter? Vous imaginez que si on met comme ça un mélange qui produit beaucoup de gaz, ça va pas fonctionner au moment où on agite là comme ça là. Ça va monter tellement sous pression que le bouchon là il va partir et ça peut péter le robinet aussi. Donc surtout on fait pas ça, il y a un fort dégagement gazeux, donc attention aux dangers de projection, etc. Pourquoi doit-on finalement laver la phase organique à l'eau? Pour revenir à un pH neutre, la présence d'acide ou de base pourrait gêner lors de traitement ultérieur du produit. À l'issue de ce traitement, quelles sont les espèces chimiques présentes dans la phase organique? Toutes celles qui sont solubles dans l'eau. Donc, dans la phase organique, je ne veux pas avoir l'essence de Wintergreen puisque elle a une solubilité qui est faible. J'aurai un peu d'acide salicylique, un peu de méthanol, surtout beaucoup d'acide sulfurique et beaucoup d'hydrogénocarbonate. En plus, ceux-là ne se dissolvent pas dans le cyclohexane, donc ils vont rester dans l'eau. En revanche, tous ceux-là, ils ont une solubilité qui est moyenne dans l'eau, mais qui est élevée dans le cyclohexane. Et comme je leur ai laissé le choix, l'acide salicylique va être plutôt dans le cyclohexane, le méthanol aussi, et l'essence de Wintergreen aussi. Et à l'issue de ce traitement, ce qui reste dans la phase organique, c'est ces espèces-là. Alors, il y a le salicylate de méthyle. Alors, dans la phase organique, pardon, c'est le cyclohexane, pardon, je l'ai dit, ça c'est la phase aqueuse, j'ai dit une bêtise. Donc, dans la phase organique, il reste tout ça. Le salicylate de méthyle, c'est-à-dire l'essence de Wintergreen, et éventuellement un peu d'acide salicylique. Le solvant cyclohexane, il y en a peut-être un tout petit peu, mais très peu. Un petit peu de méthanol et de l'eau à l'état de trace, mais c'est surtout essentiellement du salicylate de méthyle. Les traitements supplémentaires sont effectués sur la phase organique. On va faire un séchage. On va pas mettre ça à l'étuve parce que sinon le cyclohexane il va s'évaporer. Pour faire un séchage, on utilise une poudre qui va absorber l'eau. C'est un sel anhydre. Et donc l'eau qui serait restée dans le cyclohexane va se retrouver dans cette poudre-là. Et puis après, on fait une distillation pour séparer l'ensemble. Parce que le cyclohexane va s'évaporer et on va récupérer que l'essence de Wintergreen qui n'a pas la même température d'ébullition que le cyclohexane. Donc je vous laisserai lire le bilan. Je vais m'arrêter là et je vous indiquerai quel est le travail à faire pour lundi. Lundi matin, je ferai une séance de classe virtuelle. Je vous le dirai tout ça par mail parce que je ne sais pas si je pourrai le faire, mais je vous le dirai. Donc je vous envoie tout ça par mail
y compris la vidéo de cette correction que j'ai fait un peu vite. Je vous ai déjà envoyé le cours et je vous indique quel est le travail à chercher pour lundi. Si j'arrête la vidéo là, si